Dans le dernier épisode, nous sommes arrivés chez les Maasai à Engaresero. On a picolé, fait du herping nocturne, on est monté sur des motos en toute sécurité et nous sommes allés sur les rives du splendide lac Natron. Aujourd'hui, on continue notre exploration de cette partie du nord de la Tanzanie. Et c'est Lamali, notre chauffeur de champion, qui nous emmène direction la rivière. Du coup on a repris la moto là, on marche un peu pour aller se baigner dans la rivière parce que Quentin est sale. Oh. Ah. C'est bien un truc Alex. Sans pression hein. Dans le dernier chapitre, je vous ai présenté Tobias, Lamali et Luca. Et bah voici Elias. Tout comme Tobias, lui aussi est guide sur la montagne. Et en plus de ça, il a sa propre bécane. Et c'est avec lui qu'un peu plus tard, on va explorer les zones arides autour du village à la recherche de bestioles. Bon Quentin, je cherche un dernier tétard pour faire un plan et si tu veux on va faire un tour. C'est un tétard? Je vais l'attraper. Yeah. Ah, fuck. Getting farther and farther. Oh, le petit tétard. Ah. Bon, avec Quentin, on a laissé les autres teaser des bières pour s'aventurer dans les gorges de l'Engaresero. Et il y a des falaises plutôt impressionnantes. C'est assez dingue. Et normalement au bout il y a des chutes d'eau, mais je sais pas si on va y aller aujourd'hui parce qu'on a prévu d'y retourner un autre jour. En tout cas, voici la tronche des falaises. Oh la claque! C'est trop stylé. Bon, il y a tellement de poussière que mes cheveux ils tiennent genre comme ça. C'est mieux que du gel hein. Et si je vous dis que cette boule de poil n'est pas une marmotte, mais plutôt un cousin des éléphants? Est-ce que vous me croyez? Voici un daman du Cap. Les damans forment la famille des Procavidae, la seule dans l'ordre des hyracoïdes. Tout comme les proboscidiens, auxquels appartiennent les éléphants, les hyracoïdes font partie du superordre des afrothériens, un groupe de mammifères probablement apparu en Afrique à une époque où ce continent était isolé des masses continentales. Les hyracoïdes et les proboscidiens ont notamment pour point commun un museau mobile. Les damans du Cap vivent en groupe pouvant compter jusqu'à 80 individus, et il n'est pas difficile de les observer chiller dans les falaises ou prendre des bains de soleil afin de se thermoréguler. Ils ont vraiment une tronche trop marrante avec leurs longues paires d'incisives qui forment des sortes de petites défenses, visibles chez certains individus. Les damans se nourrissent d'herbes variées et de feuillages qu'ils atteignent en grimpant. Et ça, je peux vous le dire, ils sont vraiment balèzes en escalade. Franchement, j'étais trop content de tomber sur ces damans, je m'y attendais pas du tout. C'est Quentin qui les a spotés dans les gorges et j'étais là en mode « Wow, what the fuck, des damans, mais c'est trop bien !» Ça m'a rappelé la super vidéo de Fab Wildpix sur les damans qu'il avait côtoyés en Namibie. Il est posé. À savoir également qu'en Swahili, le daman se dit Pimbi. Pimbi!
Et le truc, c'est que comme on n'arrivait pas énormément à communiquer avec l'Amali avec des mots et des phrases compliquées, comme il parle pas du tout anglais, et ben on s'amusait à lui dire que c'était un peu un pimbi parce qu'on trouvait les damans rigolos. Sauf qu'en fait, ce qu'on savait pas, c'est que qualifier quelqu'un de pimbi, ça signifie qu'il est pas fut-fut. Et ça, bah on a attendu 3 jours pour nous le dire, quoi. Hello. 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 Ok. Alex. Yeah. Hello. On est dans une ferme Maasai, c'est la maison des parents de Tobias, enfin du père de Tobias, qui est le pote Maasai de Charles, qui est un peu notre guide, qui nous emmène à moto voir des trucs et tout, etc. Du coup on découvre un petit peu comment sont faites les maisons Maasai, comment ils gèrent leur bétail, tous les animaux qu'il y a, c'est assez dingue. Il y a plein de chèvres, il y a plein de vaches, le mari et la femme ont une maison séparée, et il y a un peu toute la famille qui est autour, avec les frères du père aussi qui sont à côté, ça fait un truc assez grand. Et on a gentiment été invités à prendre le thé et à manger des chapatis. Ouais, on a mangé des chapatis, c'est des espèces de crêpes, et c'est grave bon. Je suis dans le grand enclos de la ferme des parents de Tobias, et là il y a AP, la petite chèvre de Charles. Il a pu la nommer et il l'a appelée AP, c'est le nom de la barman du bar où on va le soir. Elle est là, juste ici. AP. Coucou AP. Elle a une petite tête rousse. Avec Quentin, on s'intéresse vraiment à toutes les bestioles, tous les taxons sans vraiment de distinction. Mais c'est vrai qu'on aime tous les deux beaucoup les oiseaux. À Mikumi, nous avions déjà observé près d'une 50aine d'espèces, et à Ngaresero, nous avons plutôt bien complété notre Pokédex. Ici, un corbeau-pie, également appelé corbeau à ventre blanc, un corvidé très répandu en Afrique tropicale, notamment sur la côte est. Ah, regarde là, c'est parfait. Elle a fait faire là. En bas. Voici l'oiseau qu'on voyait absolument partout pendant ces quelques jours à Ngaresero, le Maali à sourcils blancs, résidant dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne. Il appartient à la famille des Plocéidés, des passereaux qu'on nomme couramment tisserins, en raison de la formidable façon dont ils construisent leur nid.
Là où plusieurs tisserins arrachent des filaments à de grandes feuilles pour les tresser entre eux avec des nœuds, les Malahis à sourcils blancs ramassent des herbes sèches qu'ils plient simplement pour construire un cylindre horizontal d'une trentaine de centimètres de long, placé dans un acacia ou un mopane entre 2 et 8 mètres de haut. Ces petits oiseaux vivent en communauté de 10 à 20 individus avec un système de reproduction coopératif. Le groupe est constitué d'un mâle et d'une femelle dominant, le couple reproducteur, ainsi que des auxiliaires, qui sont soit des descendants des reproducteurs, soit des oiseaux non apparentés. La famille proche se charge de nourrir les jeunes, au même titre que les parents, tandis que les auxiliaires non apparentés participent seulement à la défense active et vigoureuse du territoire de la zone d'alimentation. Le Maali à sourcils blancs se nourrit principalement au sol, en courant ou en sautillant à la recherche de graines de poissées, de fruits, d'insectes et de feuilles charnues. Nous en avions vu de loin à Mikumi pendant le safari, mais cette fois c'est de beaucoup plus près que nous avons pu contempler le calao à bec noir. Les calaos forment la famille des Bucérotidés, caractérisés par un long bec courbe surmonté d'un casque creux. Attention à ne pas les confondre avec les toucans qui sont des Ramphastidés et vivent en Amérique, alors que les calaos vivent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Le calao à bec noir est l'un des plus petits calaos, affectionnant les forêts claires et les savanes où il se nourrit d'insectes, de reptiles, d'amphibiens et de fruits. Pendant que nous étions en train de prendre le petit déjeuner chez les parents de Tobias, j'ai aperçu un oiseau inconnu se poser dans l'arbre juste au-dessus de nous. Après avoir cherché dans le feuillage dense, j'ai finalement trouvé une ouverture pour observer cette étrange bestiole à plumes. Je vous présente le Coliou huppé. C'est l'une des 6 espèces de Coliidés, la seule famille actuelle au sein de l'ordre des Coliiformes. Ce sont des oiseaux arboricoles de taille moyenne avec une très longue rectrice et une huppe érectile. Ils possèdent la particularité de pouvoir diriger tous leurs doigts vers l'avant. Ils peuvent ainsi se mouvoir très habilement dans les branches, ce qui leur a valu le surnom d'oiseau-souris. Oh, il y en a un deuxième qui se ramène, what the fuck. Hello. Allez Alex. Allez Alex. Allez Alex. Allez Alex. Allez Alex. Nice. Alex. Quentin. What's your name? Una et toi. Una et toi. Jay. Et toi? Una et toi, Jay. Yukule. Deukule. Au revoir le petit veau. Au revoir. Tangani. Il me fume. Quoi? Il y a eu un message? Là, il envoie des messages là. Il envoie des messages, quoi? Il est en train d'envoyer un SMS, bro. Il envoie un SMS en conduisant de nuit bourré avec 3 mecs sur une moto. Et en passant une rivière. Et en passant une putain de rivière. Non mais attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et on ne va dans son système. Oh putain. Là, here. Africa. Hey, to the bar.
premier matin au village, quand je me suis levé vers 6 h, j'ai observé, posé sur une branche, juste à côté de ma chambre, un martin chasseur à tête grise en train de chanter. Malheureusement, le temps d'aller chercher l'appareil photo, il s'était déjà envolé. On l'a ensuite cherché pendant plusieurs jours avec Quentin, et c'est finalement vers la fin du séjour à Engaresero que nous l'avons croisé à nouveau. Quentin, j'ai un martin. Je crois que c'est lui que j'ai vu. Ouais, nice. Tu le vois ? Le martin chasseur à tête grise est présent dans de nombreux pays d'Afrique tropicale et semi-tropicale, ainsi que dans la péninsule arabique. Cette espèce affectionne particulièrement les régions sèches, et malgré le fait qu'on le retrouve près des points d'eau, il n'est pas aquatique. Il se nourrit d'insectes et autres petits reptiles. Pendant que nous étions à la recherche des girafes à moto, nous sommes tombés sur un couple d'aigles ravisseurs. L'un d'eux était dans le nid, pendant que l'autre était perché plus loin sur un arbre. L'aigle ravisseur est un petit aigle, l'un des plus petits représentants du genre Aquila, d'une envergure comprise entre 1,60 m et 1,90 m. Son nom de ravisseur s'explique en partie par son manque apparent de spécialisation dans son alimentation. Certes, c'est un bon chasseur, mais il est également charognard et n'hésite pas à subtiliser les proies des autres rapaces. On retrouve l'espèce dans une grande partie de l'Afrique ainsi qu'en Inde. Non loin d'ici, un marabout était perché sur son arbre. Je l'ai observé quelques minutes, je l'ai un peu filmé, et après avec Quentin, on s'est reconcentré sur les aigles. Puis d'un coup, le marabout a foncé en direction du nid des aigles. Nous avons eu le droit à une terrifiante bataille aérienne entre les deux rapaces et la cigogne fossoyeuse, qui finalement a rebroussé chemin. À ce moment-là, j'étais trop scotché pour filmer, et le combat restera simplement gravé dans nos mémoires. Nous n'avions pas observé de gazelle de Thomson à Mikumi, car l'espèce fréquente les savanes du nord de la Tanzanie et du sud du Kenya. Donc quand à moto nous avons aperçu un petit groupe au loin avec Quentin, on était trop contents. La gazelle de Thomson peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 80 km/h. Cette rapidité lui permet d'échapper à la plupart des prédateurs de la savane africaine. Seul le dieu du sprint est une réelle menace pour elle. En plus de sa vitesse, elle est également connue pour ses agiles changements de direction, ce qui la rend encore plus difficile à attraper. Non, on n'a jamais vu ça, non. Ça ressemble vachement à une autruche, putain. Quelques minutes après, on a spoté un énorme piaf au loin. Ce n'est pas une autruche, mais ça a l'air sacrément balèze. Voici l'outarde Cori, l'un des oiseaux capables de voler les plus lourds du monde. Et ouais, on est quand même sur un poulet de 20 kg.
Mais bon, la majeure partie du temps, l'outarde kauris préfère évoluer lentement au sol à la recherche de graines, de baies, d'insectes et de petits reptiles. Elle affectionne les savanes arides et semi-arides, avec des arbres et des broussailles disparates. Ça tombe bien, on est exactement dans son habitat. 2 populations isolées existent, une première en Afrique de l'Est et une deuxième en Afrique australe. La Tanzanie est emblématique pour ses sites archéologiques exceptionnels. On peut citer la mythique piste de l'Aetoli, des empreintes de pas laissées par Australopithecus afarensis dans des dépôts de cendres volcaniques humides datés d'il y a 3,5 millions d'années. La chance de malade qu'on a, c'est que dans la zone où l'on cherchait des girafes, à mi-chemin entre le volcan Oldonyo-Lengai, le lac Natron et le village d'Engaresero, se trouve le plus grand site d'empreintes de pas humains jamais découvert en Afrique. Plus de 400 empreintes sur une superficie d'un court de tennis. Elles semblent avoir été laissées par un groupe d'Homo sapiens en train de courir, constitué pour l'essentiel de femmes et d'enfants, une répartition que l'on retrouve aujourd'hui parmi les groupes de chasseurs-cueilleurs. Lors des premières recherches en 2008, les scientifiques avaient daté les empreintes à environ moins 120 000 ans. Mais la nouvelle estimation les date d'entre 6 et 19 000 ans. Un zèbre mort dans le désert tanzanien. La Tanzanie est la terre des Maasai, de la faune sauvage et des volcans. Pourquoi pas gravir l'un de ces volcans? Le seul actif de Tanzanie.